De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Yves-Victor Kamami, ORL à Paris. Donc on parle aujourd'hui des ronflements, on a parlé juste avant des orthèses, ces espèces de petits protège-dents qu'on peut mettre dans la bouche pour dormir la nuit et ça empêche de ronfler certains ronfleurs. Mais il y en a qui ont besoin de techniques un peu plus poussées, notamment le laser ou la radiofréquence sont très efficaces. Qu'est-ce que c'est exactement ? Il faut savoir que 80% des ronfleurs ont un ronflement d'origine vélaire, c'est-à-dire du voile du palais et de la luette. Et ce ronflement est lié à un relâchement des tissus, donc de la luette qui bascule un petit peu, qui flotte comme un drapeau la nuit. Lorsque l'on dort, c'est le ronflement du cochon, le ronflement, celui-là. Celui, c'est le plus fort, c'est le plus gênant, et c'est celui qui va jusqu'à 90 décibels. Celui-ci donc peut être traité de deux façons, soit par la radiofréquence, qui est un petit appareil qui permet de retendre un petit peu comme un lifting la luette, mais elle a un petit inconvénient, cette radiofréquence, c'est qu'elle ne marche que 2 ans, donc a priori tous les 2 ans il faut le refaire, c'est pas définitif. L'autre technique laser consiste à faire une petite fente au milieu de la luette, de garder la luette, et une fois que la fente est faite au plein milieu de la luette, eh bien le tissu qui s'appelle... On se retrouve avec 2 aluettes. C'est pas 2 aluettes parce qu'en fait elle s'écarte, mais elle revient vers le milieu quand en fait la luette continue à travailler comme avant, en fait, à permettre une déglutition tout à fait normale. Le patient ne change ni la voix ni la déglutition, mais par contre cette petite opération d'1 quart d'heure sur les saisies locales, comme chez le dentiste, permet d'enlever définitivement le ronflement de la luette. Ça c'est génial, on va tous envoyer nos maris ou nos femmes chez l'ORL, se faire couper la luette. Ça a l'air très efficace, effectivement, c'est définitif. Alors on avait dit qu'on allait quand même parler de ces ronfleurs qui ne sont pas des ronfleurs simples, qui sont ceux qui font des pauses respiratoires la nuit, voilà, ceux qui souffrent d'apnée du sommeil. D'abord, comment je sais si je suis ronfleur et que je fais quand même des apnées? Parce que bon, si on a un conjoint, il peut l'entendre, mais c'est quoi? Comment on se fait diagnostiquer d'une apnée? Le principal moyen de le savoir, c'est la somnolence. On a parlé tout à l'heure de la somnolence. La somnolence est très importante lorsqu'elle est associée au ronflement, parce que le ronflement est un signal d'alarme, mais s'il y a en plus une somnolence, l'image type, c'est de Raymond Barre en train de s'endormir à l'Assemblée nationale, c'était un apnéique. Napoléon s'endormait pendant les conseils de guerre, c'était un apnéique. Et donc, la somnolence, si elle dépasse un certain stade... La somnolence dure, vraiment en journée, dans la journée. Celui qui va somnoler un peu le soir avant de dormir. La somnolence dans la journée, plusieurs fois, et même pour son travail, mais au volant. Cette somnolence est très importante parce que c'est ce qui va permettre de faire consulter immédiatement le médecin ORL et de faire un enregistrement du sommeil. Cet enregistrement du sommeil, qui est en fait une technique ambulatoire où le patient dort à la maison, ramène l'appareil le lendemain et on a toutes les courbes d'oxygène dans le sang, les courbes fréquence cardiaque, les courbes d'enregistrement des apnées et des hypopnées, c'est-à-dire l'arrêt respiratoire pendant plus de 10 secondes. Et on voit le nombre d'apnées, le nombre de fois la personne s'arrête de respirer. Une apnée, c'est comme un plongeur qui est en plongée sous-marine, mais qui s'arrête et qui bloque la respiration. Souvent, la femme s'inquiète d'ailleurs sur ces apnées. Jimmy ? Et c'est souvent un peu banalisé l'apnée du sommeil et on oublie qu'il y a des complications, notamment cardiovasculaires. Il y a un risque de faire un infarctus ou un AVC, ou sur le long terme, la maladie d'Alzheimer. Donc on a besoin aussi de sensibiliser les patients pour leur dire que ronfler, c'est embêtant. L'apnée du sommeil, ça peut être dangereux. Tout à fait, ça peut être non seulement très dangereux pour l'infarctus, il y a des risques de mort subite pendant le sommeil, des risques aussi de problèmes, si vous voulez, d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. Et en fait, aujourd'hui, on sait que la plupart des hypertensions, un tiers des hypertensions au moins, sont liées directement à l'apnée du sommeil, sont provoquées par l'apnée du sommeil. Donc on sait que ces problèmes-là peuvent être aujourd'hui améliorés. J'ai eu même un patient qui était apnéique et grâce au traitement de l'apnée, il avait pu arrêter son traitement de l'hypertension. Et du coup, qui est-ce qu'on va voir? L'ORL ou le pneumologue? Parfois, les patients sont un peu... On peut voir les deux, mais disons, l'ORL a l'avantage de voir directement, si vous voulez, les zones anatomiques qui provoquent le ronflement. Donc, il va voir le nez, le voile du palais et la langue, et a plus l'habitude de faire un examen, disons, ORL. Et donc, il va permettre de voir un petit peu quelles sont les causes, et ensuite pouvoir traiter de façon plus adaptée. Alors justement, les traitements, parce que là, vous nous avez peur avec tous les dégâts, effectivement, si on ne traite pas, mais on peut traiter, il y a des choses efficaces, notamment le fameux masque pour dormir, c'est ça? Voilà, exactement. Donc là, lorsqu'il y a une apnée très sévère, donc qui dépasse 30 hypopnées par heure, dans ces cas-là, on va mettre le masque à pression positive qui va permettre donc de forcer le passage au niveau des voies aériennes. Toute la nuit quand on dort? Et toute la nuit quand on dort, on le met. Alors il y a des masques qui sont aujourd'hui très bien supportés par rapport aux premiers des années précédentes, qui en fait permettent d'avoir d'abord un matériel silencieux qui ne va pas réveiller le conjoint, et d'autre part, le masque n'est pas trop invasif pour le patient. Oui, parce que c'est ce qui fait peur un peu, c'est la vie conjugale, de se dire qu'on a une machine qui fait du bruit, c'est parfois désagréable. Est-ce que les patients ont une bonne observance? Est-ce qu'on a fait des progrès depuis quelques années? Alors, on a fait beaucoup de progrès, parce qu'on humidifie un petit peu l'air qui rentre, etc., donc c'est plus facile à supporter, mais malheureusement,
la moitié des patients ne le supportent pas au bout d'un certain temps. Donc, ah oui, la moitié quand même, donc c'est pas terrible. Pour cette moitié, on est obligé de proposer autre chose. Donc on prothèse l'orthèse quand il s'agit d'un ronflement lingual, on propose le laser ou la radiofréquence quand il s'agit d'un ronflement du voile du palais avec obstruction et qui provoque les apnées, donc au niveau du voile du palais ou de la langue. Et quand on fait des apnées du sommeil, c'est pour la vie ce masque-là par exemple? Si je suis apnéique un jour, apnéique toujours? Malheureusement, oui, en fait, mais a priori, on s'y adapte de plus en plus, mais il vaut mieux, disons, c'est un petit peu comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si vous enlevez l'épée de Damoclès, vous évitez le risque d'infarctus et d'AVC. Jimmy? En consultation, je vois aussi des parents être inquiets du ronflement de leurs enfants, notamment lorsqu'ils ont de grosses amygdales. Est-ce que c'est problématique et quand est-ce qu'on peut suspecter, par exemple, un syndrome d'apnée du sommeil si les enfants en font aussi? Alors c'est très important ce que vous dites. C'est vrai qu'a priori, l'enfant qui a ce qu'on appelle des kissing tonsils, c'est-à-dire des amygdales qui s'embrassent, qui sont tellement volumineuses qu'elles se touchent au milieu. Il suffit de mettre un abaisse-langue dans le fond de la gorge de l'enfant et on vérifie la taille des amygdales. Si elles sont si grosses que ça, elles peuvent étouffer l'enfant. Et elles l'étouffent pendant son sommeil et l'enfant se lève fatigué, épuisé, il devient insupportable dans la journée parce qu'il a très très mal dormi et c'est l'enfant des fois qu'on met sous Ritaline et il faut éviter. On les prend pour des enfants hyperactifs alors qu'en fait c'est juste des enfants qui dorment mal et qui font des apnées, c'est ça? Et qui s'étouffent et qui ont besoin réellement de faire un enregistrement du sommeil, de voir l'ORL parce que la première personne qui va pouvoir faire le diagnostic ça va être l'ORL et il va pouvoir éventuellement partager le traitement avec l'orthodontiste. Et vous envoyez des enfants comme ça? Vous envoyez récemment? Oui, j'en ai encore vu hier encore et un patient qui comme ça, un jeune homme qui avait été vu le psychiatre au départ et qui en fait avait été mis sous Ritaline alors que ça faisait 1 an qu'on aurait pu le soigner et s'il avait été voir l'ORL. Et pour autant, on n'envoie pas tous les enfants qui ronflent chez le médecin. Parce que si mon enfant ronfle mais qui va bien, on laisse tranquille. Il faut simplement déjà, même la personne peut vérifier, enfin la famille peut déjà voir avec un abaisse-langue ou avec une cuillère le fond de la gorge. Si on voit d'énormes amygdales, il faut aller voir l'ORL. Merci beaucoup, Dr Kamami. J'en profite donc pour citer votre livre sur ce thème-là, le ronflement et les apnées du sommeil aux éditions du Dauphin. Grâce à vous, merci. On en sait plus sur les ronflements, sur comment les traiter. On retiendra le laser ou la radiofréquence. Mais le traitement par radiofréquence, attention, les effets ne durent que 2 ans. Il faut y revenir. Enfin, évidemment, le masque pour soigner et aider à respirer ceux qui font, en plus des apnées du sommeil, indispensable si on ne veut pas avoir des conséquences sur le cœur ou le cerveau des années plus tard.